Donc, on reprend ce colloque avec grand plaisir et on accueille justement donc Elsa Marty et Christine Martins, qui étaient nos partenaires pendant 3 ans, parmi d'autres collègues de l'INA, et qui ont fait un travail formidable qui s'appelle le Guide des sources sur les variétés à la télévision, donc, que vous trouvez sur le carnet Hypothèse de l'INA. Donc vous tapez sur votre ordinateur Hypothèse INA, Guide des sources variétés, vous allez tomber dessus. C'est donc un des fruits de cette collaboration intense avec l'INA. Et donc, comme je le disais hier, on a eu une séance particulière sur ce guide. Donc Elsa et Christine, et peut-être Marine aussi, sont nous le présenter. On en a discuté pour affiner, revenir sur les périodisations, les noms des choses, enfin les catégories, etc. C'était très intéressant. Par ailleurs, donc, c'était aussi le résultat d'une sorte d'échange permanent pendant 3 ans sur mais pourquoi variété, c'est pas un genre, c'est une thématique, etc. Et donc voilà, ça nous a beaucoup aidé à comprendre en fait des représentations des variétés qui passent par les notices, puisque les documentalistes de l'INA sont des gens comme nous, c'est-à-dire ils appartiennent à une culture et ils nomment les choses en fonction de l'évolution de cette culture. Et puis en même temps, ce sont des spécialistes de l'archive, donc il y a une construction, il y a des raisons, il y a des catégories, il y a des sous-catégories, etc. Donc c'était extrêmement précieux de travailler avec vous. Voilà, je voulais le dire, vous remercier encore. Donc on ouvre cette 2e journée par cette présentation. Et ensuite, donc, on aura une session sur les producteurs. Ça, c'est aussi un des résultats de cette enquête, l'importance des producteurs et des productrices dans le système de la télévision et encore plus des variétés. Voilà. Je passe la parole tout de suite à Elsa Marty et Christine Martins. Merci beaucoup. Merci d'être là. Bonjour à toutes et tous. Pour commencer, je voudrais remercier déjà très chaleureusement les organisateurs de nous avoir offert cet espace dans ce colloque de clôture. Je suis Elsa Marty, donc chargée de mission pour la valorisation scientifique des collections à l'INA, et à mes côtés Christine Martins, qui est documentaliste au sein du même service. Alors voilà, on prend la parole ce matin donc en tant que partenaire de ce programme Enquête de variété, et nous voulons profiter de cette occasion pour partager avec vous quelques pistes de réflexion issus de notre travail d'accompagnement mené au cours de ces 3 années. Et plus précisément, nous voulions rappeler... Merci. Nous voulions rappeler comment les ressources de l'INA, donc il s'agisse des fonds eux-mêmes, mais aussi de nos outils d'indexation ou encore de nos dispositifs de valorisation, peuvent nourrir la cartographie des variétés, éclairer les logiques de circulation et d'adaptation des formes audiovisuelles, et contribuer à une meilleure compréhension des dynamiques professionnelles et industrielles qui structurent ces programmes. Guillaume, vous le disiez, ce partenariat nous a aussi permis de croiser les approches, celles des chercheurs et celles des archivistes documentalistes. Cette confrontation de points de vue nous a été extrêmement précieuse pour mieux cerner l'objet variété. Et c'est dans ce contexte que Christine et moi avons décidé de produire un objet de documentation destiné à toutes les personnes qui souhaitent travailler sur ces variétés, donc le guide des sources que nous allons vous présenter ce matin. Alors tout commence il y a 3 ans avec une discussion effectivement sur les typologies internes à l'INA. Je rappelle que ces typologies ont pour but pour nous de classer nos fonds audiovisuels en grandes catégories, avec d'un côté les genres, par exemple la retransmission, le spectacle de TV, la fiction, le documentaire. De l'autre, les thématiques qui renvoient pour nous au domaine de contenu, parmi lesquels on trouve les variétés, mais aussi la musique, la danse, le sport. Vous m'entendez pas ? On t'entend, mais c'est un peu... Ok, ouais. Je vais un peu pousser ma voix, excusez-moi. Donc voilà, donc, l'enjeu de ces typologies est de garantir une organisation claire, stable, reproductible, qui favorise la pertinence des recherches et la découvrabilité des collections. Et très vite, la question nous a été adressée, pourquoi est-ce qu'à l'INA, on a choisi de classer les variétés comme une thématique et non comme un genre ?
Alors, on ne va pas rejouer le match ce matin, bien sûr, mais à l'issue de ce programme, il nous semble que ce choix a une vertu. Il permet de rendre compte du caractère extrêmement plastique des variétés. Parce que non seulement elles ne sont pas toujours des formats structurants, mais elles jouent aussi un rôle de liaison, d'articulation entre des programmes très différents. Et si je reviens sur ce point, c'est parce que cette réflexion a vraiment nourri la conception du guide des sources. L'idée était de proposer une définition et un périmètre des variétés, donc en croisant nos deux cultures professionnelles, les méthodes documentaires de l'INA, d'une part, et puis bien sûr les apports et les connaissances académiques des chercheurs investis dans ce programme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un guide des sources ? Il s'agit d'un support d'accompagnement qui présente, décrit, contextualise des archives conservées par l'INA relatives à un thème, en proposant ainsi une vision globale des ressources disponibles. Il en existe un certain nombre qui sont consacrés à des thèmes très divers. On en a produit sur la politique, sur la justice, sur les arts vivants, sur la bande dessinée, etc., que vous pouvez consulter sur le site de l'INATech et aussi sur notre carnet de recherche en ligne Hypothèse. Donc voilà, c'est un panorama structuré mais non exhaustif qui fonctionne en fait comme un parcours thématique dans les collections. Et l'objectif pour nous est double, bien sûr mettre en lumière la richesse, la diversité des fonds, mais aussi aider les publics à se repérer en donnant des éléments sur l'organisation et l'histoire des collections. Dans ce guide des sources sur les variétés, nous vous proposons donc un panorama historique dont les jalons reposent sur des émissions emblématiques. Une approche des variétés comme des productions inscrites dans un flux médiatique. Et enfin, une approche plus formelle qui insiste sur la diversité des formats ainsi que de leur fabrique, c'est-à-dire des processus et parcours professionnels à l'origine de leur élaboration. Pour ce guide, nous avons bien sûr débordé des bornes chronologiques qui étaient celles du programme de recherche, puisque l'objectif pour nous était de rendre compte de la richesse de l'intégralité des collections, y compris jusqu'au dépôt légal et jusqu'à nos jours. Donc voilà, si l'objet guide des sources ne peut pas se substituer à une cartographie, il propose une structuration que l'on espère utile pour guider les personnes désireuses d'étudier ces fonds et puis pour faciliter la navigation dans un très vaste fonds patrimonial parce que, pour rappel, à l'INA, nous conservons des millions d'heures de documents de radio et de télévision, mais aussi des objets web, des archives écrites, des fonds photos. Et voilà, nous voulions rendre compte de la nature plurielle des sources, mais aussi de leur complémentarité. Et nous donnons aussi quelques éléments de contexte sur la constitution des fonds en mettant en lumière notamment certains dépôts privés comme le fonds du décorateur Pierre Pétavy par exemple. Et enfin, nous avons tenté de mettre en exergue dans ce guide quelques pistes d'exploration qui pour certaines renvoient très directement ou prolongent les travaux des chercheurs associés au programme. Et je pense notamment aux notions d'adaptation, de circulation, d'hybridation. Voilà, donc pour entrer de manière plus concrète dans ce guide, en fait, on a préparé 2 études de cas. Tu peux redire les 3 mots que tu viens de dire sur les pistes ? Adaptation, circulation, hybridation. Et Hybridation. Hybridation. La première étude de cas porte sur un corpus centré autour d'une chanson qui est, je pense, un bon exemple de la circulation et de la réinterprétation d'un standard. Christine va vous en parler tout de suite, mais on a préparé un petit montage qui va servir de support à cette présentation que je vous passe tout de suite. Alors, la vie en rose. Donc, avant de partir à la recherche de la vie en rose dans les bases de l'INA, je vous propose de vous rappeler quelques petites informations sur cette chanson. En fait, elle a été écrite par Édith Piaf en 1945 et elle a été composée par Louis Guise, son pianiste. Elle l'a enregistrée le 9 octobre 1946 chez Columbia Records. Et c'est une chanson qui était dans la bande son du film de George Friedland, 9 garçons, un cœur, en 1948. Cette chanson, elle va la donner à Marianne Michel, qui la popularise dans tous les music-halls. En fait. Et au fur et à mesure, comme ça, c'est la première finalement, autre que Édith Piaf, qui va chanter cette chanson, une des premières qui va chanter la chanson. Alors, selon un reportage qui a été diffusé dans l'émission, dans le magazine culturel Entrée libre sur France 5 en septembre 2014, cette chanson, La vie en rose, avec 3 autres chansons, font partie des chansons françaises qui ont été les plus reprises dans le monde. Avec donc
Et maintenant, de Gilbert Bécaud, Les feuilles mortes de Jacques Brel et, comme d'habitude, My Way. Tout comme on a pu le mentionner dans notre guide des sources, dans la partie sur l'insertion des variétés dans les grilles de programme, on va retrouver cette chanson dans de nombreux genres d'émissions. Alors, dans les réalisations dans un lieu public, spectacle TV, jeux, tranches horaires, télé-réalité, télécrochet, et également des débats. Au-delà de ces genres proprement dit, on va retrouver aussi cette chanson dans des émissions caritatives qui sont souvent associées au terme spectacle TV. Et également dans le montage, on a vu un extrait de Eurovision 10, qui était une émission à diffusion européenne et qui fêtait les 10 ans de l'Eurovision de la chanson. Au niveau des thématiques, alors là, bien sûr, on va retrouver la thématique variété, ce qui paraît logique, mais pas seulement, musical, spectacle, sport, entre autres pour toutes les tranches horaires des dimanches après-midi où on avait à la fois de la musique, de la variété et des retransmissions sportives. Et plus étonnant, sociologie. Alors là, en l'occurrence, sociologie, pourquoi ? Parce que les dossiers de l'écran, dont on a vu un extrait, là, c'était Paul Gut qui chantait. En fait, c'était une émission qui avait pour thématique, entre autres, sociologie. De même, quand vous regardez les différentes mises en scène, elles sont très variées. Elles peuvent mettre en avant un artiste, être spectaculaires, être divertissantes avec des medleys, des duos, etc. Et ces émissions peuvent avoir aussi un public ou ne pas en avoir. Donc on a vraiment plein de caractères différents. Alors au niveau des recherches maintenant, dans la base, on va commencer par un petit tour dans la base TV nationale. Je vais vous parler de mon équation de recherche. Alors, j'ai cherché dans l'index général La vie en rose et je l'ai croisé avec l'index mot-clé variété. Sachant que l'index mot-clé variété, ce sont à la fois les typologies, donc genre et thématique, et également mots-clés, descripteurs et précision d'indexation. Donc, j'ai croisé les deux. J'ai refait la même chose avec index général La vie en rose et j'ai mis sauf index mots-clés variété, ce qui m'a permis de faire ressortir encore d'autres émissions qui n'avaient pas le terme variété associé. Au final, donc, au niveau des résultats, alors jusqu'en 1987, j'ai trouvé pas moins de 63 émissions avec 38 interprètes différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai supprimé de ce corpus tout ce qui était journaux télévisés, tout ce qui était rediffusion, multidiffusion et émissions où La vie en rose était traitée comme archive. Après, donc ça pour la première partie. Pour la seconde partie, donc à partir de 1987, même équation de recherche, j'ai trouvé pas moins de 147 émissions avec plus de 80 interprètes. Alors attention, une précision, c'est qu'à partir de 1995, donc il y a la... J'ai l'impression que j'entends la porte, mais... Il y a le dépôt légal qui apparaît, donc ça veut dire qu'il y a plus de chaînes, donc plus d'occurrences à partir de 1995. Donc c'est à prendre en compte dans le nombre total d'émissions. Alors parmi tous les interprètes qui ont chanté cette chanson, on pourrait citer Petula Clark, Tino Rossi, Noël Cordier, Mireille Mathieu, plus récemment Patricia Cass, Diane Dufresne, Florent Pagny, Mélodie Gardot, etc. Dans les deux périodes, il y a des chanteurs qu'on va retrouver des deux côtés. Par exemple, Mireille Mathieu, qui va continuer après 87 à chanter cette chanson. Donc attention dans le nombre d'interprètes. Au total, ça représente à peu près 210 émissions avec pas moins de 110 interprètes, ce qui est énorme. Pour la télévision. Alors après, pour la radio, je ne vais pas vous abreuver de chiffres parce que c'est un peu plus compliqué en radio pour analyser le corpus, parce que on va avoir la notion de diffusion de disques du commerce qui est à prendre en compte. Alors avant 1987, ça peut être un peu plus souvent noté. Après, ce sera simplement noté diffusion de disques du commerce, mais on n'aura pas le contenu exact des disques du commerce qui sont cités. Donc,
c'est un corpus qu'il faut analyser plus en profondeur. Là, ce que je vais mettre en avant, c'est plutôt le fait qu'on a des enregistrements plus anciens qu'en télévision, en radio. En télévision, on commence en 1954 avec La joie de vivre. En radio, on remonte à 1948. Alors, la première version que j'ai trouvée de la chanson, c'était dans le gala de la Grande Nuit bourbonnaise le 13 mai 1948, et c'était pas Édith Piaf qui le chantait, c'était Régine Loris. Autre interprétation, là, Édith Piaf, alors, pour une émission qui a été enregistrée, j'ai bien dit enregistrée et pas diffusée, le 28 novembre 1948. C'est un reportage Édith Piaf. En fait, c'est un reportage du service international de Radio-Canada. Édith Piaf était allée en compagnie des Compagnons de la chanson donner des concerts à Montréal, et c'est un extrait de ce concert qui a été diffusé. Même chose, si vous voulez vous attarder sur cette chanson, si vous avez envie d'entendre Édith Piaf qui parle de cette chanson dans l'émission Panoramique, le numéro 22 de l'émission, qui a été diffusée le 9 février 1954, elle raconte l'histoire de cette chanson. Et on en entend plusieurs versions, ainsi que celle de Marianne Michel. Pour le coup, c'est une diffusion de disques du commerce, pour cette version-là. Pareil, en radio, on va trouver également des versions instrumentales, peut-être un peu plus qu'en télévision, par exemple des versions jazzy. Donc, je citerai la formation de John Newman en 1975 lors d'un concert au Festival de Jazz de Nice. Et puis, en 1989, le Wynton Marsalis Septet, qui l'interprète également. Voilà, bon, c'était un petit clin d'œil pour cette vie en rose. On va passer à l'autre étude de cas. Alors, vous vous souvenez de notre train de Noël de l'année dernière, qui avait fait l'objet d'un billet. Alors moi, je vais vous raconter un peu comment on a retrouvé ce train de Noël. En fait, dans le travail de préparation du guide des sources, donc on a un peu consulté tout ce qu'on avait dans toutes les bases. Et donc, je faisais une recherche dans la base photo. Et donc, je suis tombée sur une notice, reportage, le train de Noël. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce train de Noël? Ça ne me parle pas du tout. Donc, je suis retournée dans la base télé à la date, donc c'était donc le 20. Il a été diffusé le 24 décembre 1960. J'ai dit, c'est quand même bizarre. Donc, je suis allée voir dans la base télé, pas de train de Noël. Aucune notice documentaire, donc pas de matériel non plus. Donc, et c'est à partir de là qu'on a commencé à tirer les fils de ce fameux train de Noël. Et je repasse la parole à Elsa qui va vous en dire plus. Oui, alors effectivement, donc comme ce train de Noël était complètement absent de nos bases, enfin, en tout cas qu'on n'avait pas d'enregistrement pour étudier cette émission, on s'est interrogé sur les sources qui nous permettraient de la documenter, et on a trouvé bien sûr plein de choses. Donc effectivement des archives écrites avec des bulletins de presse, journaux de programme, également un reportage photographique très important, et puis tout un numéro de l'émission Au-delà de l'écran qui était consacré au dispositif technique de l'émission, parce qu'elle avait cette particularité d'être diffusée en direct depuis un train en marche circulant entre Lille et Paris avec des arrêts en gare. Donc à chaque arrêt, c'était l'occasion de déployer un numéro sur le quai de gare. Il y a aussi des distributions de jouets qui étaient prévues pour les enfants. Bref, c'était une émission très riche auquel Au-delà d'écran a consacré un numéro. Et voilà, et on voit bien à partir de cet exemple aussi comment les variétés constituent un excellent terrain d'expérimentation technique. Et aujourd'hui, je vous propose de changer la focale à partir de cet exemple, en nous intéressant non plus seulement au programme isolé, mais à son insertion dans une grille de spécial. En effet, la programmation est un enjeu auquel nous avons consacré toute une partie de notre guide des sources, en montrant comment les variétés sont mobilisées selon une logique de flux, selon la saisonnalité. Donc, on a bien sûr des émissions spéciales pour l'été, pour les fêtes, selon les moments de la semaine également, et selon des publics cibles. Et pour cela, suspense, je vous propose de repartir de la programmation de l'ensemble de la journée du 24 décembre en nous appuyant sur ce document qui est une véritable mine d'or pour nous, le rapport du chef de chaîne.
Donc, pour rappel, ce document, c'est un document référence qui rend compte du déroulé effectif de la diffusion, des horaires de diffusion réels, des éventuels problèmes techniques, des cas de déprogrammation de dernière minute. Voilà. Donc, c'est vraiment la source la plus fiable sur ce qui a été réellement diffusé. Et alors ici, pour cette journée du 24 décembre, premier constat, les programmes de variété, donc ceux qui ont été, ce que j'ai surligné en bleu ici, c'est ceux qui ont été produits par le secteur variété de la RTF. On voit qu'ils sont très largement représentés dans cette grille de programmes. En durée cumulée, ça représente environ 5 heures de variété sur une journée de programmation qui en compte 14. Et je vous propose de les passer en revue. Alors, pour chaque réalisation, j'ai indiqué si nous avions conservé un enregistrement audiovisuel de l'émission et mentionné aussi quelques sources complémentaires, donc des fonds d'archives écrites, des fonds photos. Alors, on commence à 12h30 avec le Paris Club, qui est un magazine hebdomadaire consacré à l'actualité culturelle produit par Jacques Chaban, qui prend la suite en fait de Télé Paris. Émission pour laquelle nous avons conservé 118 numéros, mais malheureusement pas celui-ci. Bon, je vous ai quand même mis une description dans un journal de programme pour vous donner une idée du contenu. Ensuite, en début d'après-midi, nous avons Promenade Fantasque. Donc ça, c'est une émission produite par Manuel Poulet et Guy Casaril, réalisée par Yves-André Robert, qui malheureusement n'a pas été conservée non plus. On voit que cette émission, elle est diffusée en fil rouge l'après-midi, en alternance avec le train de Noël. Donc là, on est sur 2 programmes qui sont plutôt destinés aux enfants. Dans Promenade Fantasque, on suit le parcours d'un enfant qui se promène dans des rues de Paris et qui s'arrête devant des vitrines, et chaque vitrine est l'occasion d'un numéro différent. Le bulletin de presse nous le décrit comme un musical insolite, mêlant marionnettes, chansons, jazz, danseurs, acrobates, mimes. Et je vous ai mis ici quelques exemples issus du reportage photo qui nous montre un petit peu la diversité de ces numéros. Un peu plus tard, donc, nous avons notre train de Noël en alternance, sur lequel je ne reviens pas plus en détail parce qu'on y a déjà consacré tout un billet que je vous invite à consulter sur notre carnet de recherche. Mais donc voilà, avec une arrivée prévue à Gare du Nord à Paris à 17h25, avec une liaison directe prévue depuis la gare. Et puis à 18h40, nous avons ce programme de cantiques de Noël, donc Carrefour de Noël, que je mentionne parce qu'il a la particularité d'être réalisé dans 4 pays appartenant à l'Eurovision. Donc pour rappel, le réseau d'échange entre chaînes de télévision européennes qui est lancé en 1954 et dont le concours international de la chanson voit le jour en 1956. Ici, on a une émission réalisée en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne et en France. Donc c'est une coproduction entre la BBC, la BRT, la RD et la RTF. Avec dans chaque pays donc une chorale qui interprète un chant de Noël. Ici, l'émission a bien été conservée et nous avons également un dossier de production qui nous apprend que l'émission a été relayée au-delà des pays producteurs par d'autres pays d'Europe que vous voyez sur le document. Et voilà, je trouve cet exemple intéressant aussi parce qu'il montre bien que la circulation internationale des programmes repose sur un réseau qui finalement est assez lié avec nos variétés. À 19h45, c'est Christmas Blues, une émission réalisée par Jean-Christophe Averty, pour laquelle nous avons bien conservé un enregistrement audiovisuel de l'émission, et pour laquelle nous avons aussi un reportage photographique intéressant pour documenter le dispositif de tournage dans le studio de Buttes-Chaumont. Par ailleurs, sur le rapport de chef de chaîne, on voit qu'un relais de l'émission est prévu pour la RAI, donc pour la télévision italienne. À 21h57, c'est la Balançoire de Balthazar, donc une émission produite par Denis Glaser et présentée par Jean de Sailly, qui suit la trame d'un poème russe avec les numéros des 2 vedettes invitées, Charles Aznavour et Daniel Darieux. Donc là aussi, on a un enregistrement de l'émission, un reportage photographique, et on voit également sur le rapport de chef de chaîne qu'un relais est prévu, cette fois-ci pour la RTBF. Plus tard dans la soirée, nous avons un ballet de François Châtel, sur une musique de Maurice Ravel qui s'appelle La Merlois. Donc voilà, on voit aussi avec cette réalisation que le ballet trouve aussi sa place parmi les variétés. Donc là aussi, on a conservé l'enregistrement de l'émission. Et on a également un reportage photographique qui est super pour étudier les décors de cette émission.
Et puis on termine avec L'Enfant à l'étoile, donc une émission produite par Aimé Mortimer, dans laquelle Gilbert Bécaud y interprète en première audition un chant de Noël accompagné par un orchestre depuis l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc là aussi, on a l'enregistrement de l'émission, un reportage photographique, et puis on a aussi un fonds d'archives écrites, puisque Alain Boudet, le réalisateur, a confié ses archives à l'INA, dans lesquelles on trouve tout un dossier consacré à cette émission, qui est en fait sa première réalisation pour la télévision. Voilà, donc vous le voyez autour de cet exemple. En fait, bien sûr, toutes les émissions n'ont pas été conservées, mais vous pouvez quand même en consulter aujourd'hui la plus grande partie à l'Inatech. Et puis, à défaut de l'émission elle-même, je le rappelle, les reportages photographiques sont parfois la seule source iconographique qui nous permettent de documenter les partis pris esthétiques de l'émission. Mais ce sont aussi en fait des documents très précieux pour étudier les dispositifs techniques et les métiers de l'audiovisuel. Et puis voilà, les archives écrites, rapports de chef de chaîne, bulletins de presse, fonds privés sont également toujours très riches d'informations. Et enfin, si nous avons encore quelques minutes, les avons-nous ? Oui, on a commencé avec 10 minutes de retard, donc on les a encore. Essayons de garder 5 minutes pour les questions. Oui, à combien de temps il nous reste ? 5. Ok. Bon, voilà, je termine avec un extrait quand même, parce qu'on a la chance ici, comme il s'agit d'une programmation spéciale, d'avoir tout un numéro de l'émission « Il faut avoir vu » dédié à ces programmes de Noël. Pour rappel, cette émission, elle propose de découvrir le programme de la semaine, donc elle est diffusée en amont, dans une logique de promotion, à travers des extraits des émissions, mais aussi des interviews des réalisateurs, des acteurs, et puis parfois des reportages en coulisses. Et ici, dans l'émission du 19 décembre, les speakerines Catherine Langer et Jacqueline Huet annoncent ce programme. On y trouve des extraits des émissions qui ont été enregistrées en amont. Bon, pour celles qui sont prévues en direct, évidemment, on se débrouille. Donc pour le train de Noël, par exemple, on a un gros plan sur une maquette avec un petit train électrique qui circule pour figurer le parcours de ce train. Et en introduction de cette émission, on peut entendre les interviews en plateau du directeur des spectacles télévisés Paul Père et de Jean Kergebron, qui est le réalisateur qui a été chargé de superviser l'ensemble des programmes des 24 et 25 décembre. Et c'est cet extrait que je voulais vous faire écouter. Bon voilà, je vous le disais, donc une émission qui s'inscrit bien sûr dans une logique de promotion, et puis là on voit bien comment on y insiste sur les moyens économiques, techniques et humains déployés pour proposer une programmation spectaculaire, divertissante et fédératrice. Voilà, bon, je m'arrête ici. Bon, ce qu'on voulait avec ces deux exemples, ces deux petites études de cas, c'était vous présenter en fait les questionnements qui ont structuré le guide des sources et que nous avons souhaité mettre en avant. Et puis aussi rappeler, comme les recherches dans nos fonds permettent d'interroger les formats, les circulations, mais aussi d'identifier les lacunes des archives et puis parfois d'en tirer parti pour renouveler les approches, notamment à travers le croisement des sources. Voilà, nous espérons que ce panorama rapide vous donnera envie d'explorer plus avant ces fonds et d'engager d'autres dialogues entre recherche et archivistique. Et je terminerai en remerciant à nouveau les organisateurs, l'ensemble des équipes de l'INA et puis bien sûr tous les participants du programme Enquête de variété pour la richesse de nos échanges et voilà, pour ce projet vraiment très enthousiasmant. Merci beaucoup. Merci. Alors évidemment, comme toujours, ça ressemble beaucoup aux séances de séminaire. On est reparti pour retravailler sur plein de questions grâce à vous. Il y a peut-être des questions dans la salle, et puis moi j'en ai 50 évidemment. Merci beaucoup pour ces deux belles études de cas. Alors moi j'ai une question qui est un peu en marge. Je veux juste savoir le nom de cette émission de promotion que vous avez montrée. Ah, faut avoir vu, d'accord, excusez-moi, j'avais mal entendu. Et c'est une ponctuelle ou c'est c'est une émission de promotion régulière ou c'est uniquement pour on sait bien, les festivités de fin d'année? Non, c'est une émission hebdomadaire qui est diffusée, alors de tête, entre 60 et 64 à peu près. D'accord, merci. Oui, on s'est rendu compte très vite que micro et caméra étaient une source formidable pour travailler sur les variétés, mais c'est vrai qu'il faudrait ajouter celle-là et peut-être d'autres émissions qui sont entre le mélange, enfin entre la promotion et l'analyse, quoi. Nous, ça nous donne des portes d'analyse formidables. Une autre question ?
Alors moi, j'en ai une. En fait, je regardais là notre programme de colloque et je me souviens de discussions qu'on a eues avec les étudiants. On leur avait proposé de faire des films sur une chanson. C'est-à-dire de suivre en fait, hier on avait un invariant, une star. On avait un invariant, une émission qui se transforme. Par exemple, Discorama. Bon. Et là, c'est très intéressant de passer par la chanson. Donc, le rapport de chef de chaîne aussi, c'est extrêmement intéressant de voir comment... En fait, la variété, c'est un entrelacement. Et c'est une continuité. Bon, c'est des choses qu'on avait déjà un peu abordées hier, mais là, ça se voit très nettement. Et c'est un programme de Noël, c'est un peu particulier, mais enfin, c'est un peu une dynamique générale, on va dire, de structuration fondamentale du flux que d'utiliser les variétés, avec une variation dans les variétés. Et, il y a quelque chose qui est vraiment très 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 intéressant. Mais la chanson, en tout cas, là le montage était juste formidable parce qu'effectivement, on voit par la comparaison les dispositifs en fait. Voilà, ça c'est vraiment très très chouette et ça nous incite à refaire ce genre d'analyse en fait. Voilà. Mais il y a peut-être des questions, des remarques. Ouais. J'aimerais ajouter quelque chose au sujet de l'Avion Rose et déjà je voudrais vous remercier pour ce petit montage qui est quand même incroyable. C'est plutôt au sujet de la création de cette chanson. Vous avez cité Louis Guy, qui était l'un des pianistes de Piaf à l'époque, alors que c'était pas son pianiste principal attitré. Et en fait, ce que très très peu de gens savent, c'est que en réalité, c'est Piaf qui a composé la musique de l'Avion Rose. Elle en parle un tout petit peu, mais c'est surtout Marguerite Monod qui en parle et qui raconte que, au bout d'un moment, c'est Piaf qui lui propose la musique et les paroles, et du coup, et elle se dit, je vais jamais signer une chanson pareille, c'est pas possible. Et du coup, Piaf, elle n'ose pas la chanter. Elle demande à Louis Guy de signer la musique puisqu'elle n'est pas encore sociétaire à la SACEM. Ce qui fait que elle peut pas du coup déposer des chansons et elle n'ose pas la chanter. Du coup, elle offre à Marianne Michel, qui va en faire un énorme succès. Mais Piaf était très 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 loin à l'époque d'imaginer à quel point sa chanson allait faire le tour du monde. Oui, tout à fait. Moi, j'ai donné ce nom-là parce qu'effectivement, c'est le nom officiel, mais j'avais bien vu que c'était elle qui avait écrit et composé la chanson, mais je suis partie sur la personne qui officiellement a été, il y a des droits pour la composition de la musique. Sauf si vous avez fait exprès, mais on a un entrelacement intermédiaire extrêmement intéressant aussi, puisqu'il y a le rôle du film, il y a la radio et la télévision. Et l'industrie du disque qui se combinent en fait pour et effectivement les chansons deviennent, on en a parlé un peu hier, du patrimoine, deviennent vraiment un élément du patrimoine culturel français grâce aux variétés et à la télévision. Donc il y a quelque chose qui se construit là qui est très intéressant. Et d'ailleurs, à propos de patrimoine, le reportage que j'ai cité dans Entrée libre, c'était à l'occasion des Journées du patrimoine qui a été diffusé. Ça se reboucle toujours avec la télévision. Ouais. Il y avait une autre petite chose, mais il faut qu'on passe à la suite. C'est, on l'a vu hier un petit peu, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur les émissions de variété, mais aussi, notamment quand ils ont travaillé sur les stars, sur la présence des stars dans d'autres émissions. Donc là, vous avez fait le choix de ne pas garder les interviews, les rediffusions, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi un lieu où la variété continue à vivre une autre vie, en quelque sorte, qui peut confirmer, infirmer, déplacer les choses. Et donc je trouve que c'est intéressant aussi de garder en tête qu'on peut soit avoir un axe sur le genre, pour essayer de définir, soit avoir un axe plus large qui est la place de la variété dans la culture, la politique, plus généralement. Ouais. Oui, bien sûr. Et ce sont des questionnements qu'on avait bien en tête en préparant le guide des sources et on n'a pas cité dans ce guide vraiment que je vous incite à consulter si ça vous intéresse. On a cité d'autres typologies de programmes, bien sûr, dont des entretiens, des interviews. Oui, dans le guide qui est en ligne, effectivement, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus ouvert. Ouais.